Alors, merci d'être venu pour ce talk organisé par Intramuros pour la Paris Design Week à la Factory, qui est le lieu d'exposition des jeunes créateurs. Alors aujourd'hui, c'est en grande partie à eux que ce talk s'adressait, évidemment. Je ne sais pas s'il y en a dans le public. Nous allons donc nous adresser à eux en s'intéressant à la question du droit d'auteur. Pour connaître sa nature, savoir à qui il s'adresse, quand et comment il s'exerce. Nous allons vous présenter l'essentiel du droit d'auteur. Donc c'est ce petit guide gratuit que vous allez pouvoir retrouver juste derrière ou qu'on va pouvoir vous distribuer. Donc qui a été un guide qui a été réalisé par l'ADAGP, Société des auteurs des arts graphiques et plastiques, en partenariat avec l'AFD, Alliance France Design. Pour en discuter, je vous présente nos trois intervenantes. Donc, nous avons Delphine Brun-Champy, juriste à l'ADAGP, Marie-Noëlle Bayard, designer textile, trésorière de l'AFD, non, plus, anciennement trésorière de l'AFD, et membre de la commission Arts appliqués design de l'ADAGP, qui a participé à l'élaboration de ce guide. Et Laureline Gallio, designer. Et membre de la commission également. Donc pour aborder la thématique de votre publication, peut-être que vous pouvez déjà nous dire ce qui vous a motivé pour l'élaboration de ce guide. Dites-nous, voilà, Delphine, peut-être dites-nous ce qu'on y trouve, les conseils, qui peut y prétendre. Alors, ça ne là, marche ça fonctionne? Non. Ça marche? Là, ça marche? Très bien. Alors, le guide, donc c'est un guide. Je vais présenter d'abord rapidement la DAGP, oui. ce qu'on fait. On est un organisme de gestion collective. Donc on est une société qui a été créée par des artistes et qui est gérée par des artistes. Et notre but principal, c'est de gérer les droits d'auteur de nos membres. Donc principalement de collecter et puis de reverser ces droits d'auteur. Donc les droits d'auteur, c'est les sommes auxquelles les artistes ont droit pour l'exploitation de leurs œuvres et de l'image de leurs œuvres. Et à côté de cette mission principale, on a d'autres missions plus générales de défense du droit d'auteur et notamment du coup d'information des artistes, de nos membres sur le droit d'auteur. Et c'est dans ce cadre qu'on a publié ce guide, parce que pour faire respecter le droit d'auteur, il faut d'abord que les artistes soient bien informés de leurs droits, qu'ils les connaissent et qu'ils sachent comment, qu'ils aient des armes en fait pour les faire respecter. Donc ce guide, c'est des conseils pratiques qui permettent de connaître le droit d'auteur, puis de savoir comment le faire respecter tout du long du processus créatif. Donc dès le début du processus créatif, puis après, lors de la phase d'élaboration de l'œuvre, avec les relations avec les clients, les commanditaires, puis ensuite, ultérieurement, lors de la vie de l'œuvre, donc lorsqu'elle est utilisée par des tiers. Donc il y a 20 conseils pratiques. C'est surtout destiné aux jeunes designers, mais à tous les designers qui ne se sont pas penchés plus que ça sur la question des droits d'auteur. Vous trouverez plein d'informations utiles dans ce guide. Je vais vous poser une question assez triviale. Doit-on toujours enregistrer son œuvre ? Alors, le droit d'auteur protège les œuvres dès lors qu'elles sont créées, et dès lors qu'il y a des œuvres originales qui sont créées, il n'y a aucune démarche spécifique à réaliser, donc pas d'enregistrement. Après, c'est toujours utile de conserver des preuves de la création, donc de conserver des documents qui vous permettront de prouver quand est-ce que vous avez créé votre œuvre et de prouver que c'est bien vous qui êtes l'auteur de cette œuvre-ci. Donc ça peut se faire par plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, c'est vous-même, vous faites des petits dossiers chez vous avec vos croquis, vos maquettes, les factures, les devis, les contrats, les publications aussi, s'il y a des publications sur Internet, sur des blogs, dans la presse, de les garder dans un dossier et de les conserver. Et après, il y a des moyens un petit peu plus poussés, si vous voulez. Vous pouvez vous envoyer des lettres recommandées à vous-même, avec dedans ces éléments, notamment des photos de vos œuvres ou des croquis que vous conservez cachetés chez vous. Et en cas de problème, de litige, vous avez ces éléments qui sont donc datés puisque vous avez l'accusé de réception et vous avez une date certaine. Il est aussi possible de faire des
des dépôts auprès de l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, donc via des enveloppes solo, voire même des dépôts auprès des huissiers, mais ça devient des démarches beaucoup plus coûteuses. Et il y a également la possibilité de déposer des dessins et modèles. Mais alors ça, je ne vais peut-être pas m'étendre trop sur les conditions de dépôt de dessins et modèles, mais vous trouverez dans le guide, il y a notamment un conseil à ce sujet qui développe un peu plus ce point-ci. Peut-être pouvez-vous nous dire aussi la différence entre le droit moral, patrimonial et collectif, en résumant assez rapidement, si c'est possible. Le droit d'auteur, ça regroupe plusieurs grandes catégories de droits. Il y a les droits patrimoniaux et les droits moraux. Donc les droits moraux, ce sont les droits qui sont liés à l'artiste et à l'œuvre, au respect de l'artiste et à l'œuvre. Ce ne sont pas des droits qui donnent droit à des rémunérations. C'est le droit au respect de l'œuvre, le droit de voir son nom associé à son œuvre, le droit de décider quand et comment on veut divulguer son œuvre au public pour la première fois. Et à côté de ça, il y a les droits patrimoniaux, qui sont donc des droits qui permettent de recevoir une rémunération pour l'exploitation de l'œuvre. Il y a dans cette grande famille des droits patrimoniaux les droits d'exploitation. Donc ça, ce sont les droits de reproduction et de représentation. Donc à chaque fois qu'une œuvre est reproduite ou représentée, par exemple, si vous avez créé une lampe et qu'il y a un magazine qui la prend en photo et qui la publie, et bien là, elle est reproduite, l'image de l'œuvre est reproduite, et ça donne prise au droit d'auteur, et donc vous avez le droit de percevoir une rémunération pour la publication de l'image de cette œuvre. Donc ça, ce sont les droits d'exploitation. Et à côté, il y a les droits collectifs. Alors ça, ce ne sont pas des droits qui vous permettent d'autoriser ou d'interdire une publication, mais uniquement des droits pour percevoir une rémunération. C'est par exemple le droit de copie privée, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines utilisations massives d'œuvres qui ne permettaient pas, en fait, qu'on ne pouvait pas autoriser ou interdire, mais pour lesquelles il fallait quand même dédommager les auteurs. Par exemple, tout le monde copie à titre privé des œuvres sur son téléphone, sur ses clés USB, sur des disques, et ça, on ne peut pas le contrôler. En revanche, on a instauré une taxe. Les producteurs de ces supports, les producteurs de disques, de clés USB, paient une somme d'argent tous les ans, et ces sommes sont ensuite reversées aux auteurs, et ça, c'est reversé uniquement par le biais des organismes de gestion collective, donc notamment la DAGP. Et donc pour pouvoir toucher ces droits, il faut absolument être inscrit dans un organisme de gestion collective comme la DAGP. Ok. J'en profite pour m'adresser aux designeuses. À quel moment avez-vous, vous, Laureline et Marie-Noëlle, été pour la première fois confrontées à la question de faire valoir vos droits ? Alors, est-ce que ça marche ? Parce que nous, on entend. Ouais, on entend. Alors moi, il y a eu plein d'occasions où je voulais frôler la question. C'est-à-dire que c'est tellement vaste. Quand on est tout seul comme ça, en entrepreneur individuel, on a déjà beaucoup de choses à faire. Donc on a tendance à mettre la chose de côté avec des œillères, quoi. Notamment en ce qui concerne la presse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à avoir de la presse assez tôt parce que j'ai gagné des prix à peine j'étais diplômée. Et donc on entend ces termes, on est familier de ce genre de choses, mais par contre de là à savoir ce que ça vaut, ce à quoi on peut prétendre, oser prétendre à quelque chose, voilà. Sachant qu'on est très faible sur le contenu, on n'y connaît rien, donc d'asseoir une position alors qu'on n'a pas les clés, c'est encore plus compliqué. Et la fois où j'ai été vraiment accompagnée, que ça a été décisif, c'est Arte, qui est venu filmer ma façon de travailler pour l'atelier A, et en fait ils m'ont parlé de la DAGP de façon, c'était la condition pour pouvoir participer. Et en fait, je les remercie parce que j'ai découvert un monde. C'est le commanditaire en fait qui vous a envoyé sur la DAGP. Voilà. Marina. Alors, moi, je me suis intéressée aux droits d'auteur assez vite après avoir eu mon diplôme, parce que j'ai adhéré au syndicat national des designers textiles en 1984, donc il y a quelques années. Et le dossier qui m'a intéressée, c'était celui des droits d'auteur. Donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait des sociétés d'auteurs.
Pour notre secteur, parce que bon, on connaissait d'autres sociétés d'auteurs pour la musique, la littérature, mais effectivement, souvent, on n'est pas informé que dans le monde de l'image fixe, eh bien, il existe des sociétés d'auteurs, dont la DAGP. Et donc, depuis cette période, j'ai donc pris le dossier en main. Et donc, voilà, je me suis intéressée à comment se formule le droit d'auteur, comment se formulent des contrats, etc. Et puis, après, le syndicat des designers textiles, en 2005, a rejoint l'Alliance France Design, dont je suis toujours membre, et j'ai toujours le dossier droit d'auteur en main. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé d'abord que c'était extrêmement passionnant, parce que avec le numérique qui est arrivé dans les années 90, on a vu qu'il y avait d'autres questions qui se posaient, mais que le droit d'auteur était vivant, et qu'il fallait absolument que les designers s'en emparent. Souvent, les designers pensent que c'est pas fait pour eux. Donc, il faut les informer et on est souvent confronté finalement au droit d'auteur quand on a pour la première fois une contrefaçon. C'est ça, quand il est trop tard en fait. Voilà. Et donc, c'est là qu'on se dit « Ah, zut, si j'avais eu un bon contrat relu par un juriste de ma société d'auteur, ça ne serait peut-être pas arrivé. » Voilà. Donc justement, ça m'amène à vous demander, Delphine, quel est le rôle de l'ADAGP dans le respect des droits d'auteur ? Comment y a-t-on accès ? Comment y a-t-on accès à l'ADAGP ? Alors, comment y a-t-on accès ? Tous les artistes des arts visuels peuvent devenir membres de la DAGP. Il faut simplement prouver une exploitation significative d'œuvres, de 5 œuvres, ce qui veut dire que c'est réservé aux artistes professionnels. Mais ensuite, vous pouvez vous inscrire en ligne, il y a un formulaire d'adhésion en ligne. L'adhésion coûte 15,24 € et c'est même pas des frais avancés, en fait, c'est des frais qu'on récupère sur les premiers droits d'auteur qu'on collecte pour vous. Et ensuite, comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs types d'adhésions possibles à la DAGP. Si un artiste adhère pour tous ses droits, donc tous ceux que j'ai présentés rapidement avant, donc les droits d'exploitation, mais aussi les droits collectifs, donc on gère l'ensemble de ces droits, et là ça veut dire que la DAGP devient l'intermédiaire entre l'artiste et tous les utilisateurs de l'œuvre. Les clients, les commanditaires, les utilisateurs, comme donc les magazines qui veulent publier des œuvres, les éditeurs qui veulent faire des affiches, voilà. Et donc, pour tout ce qui est question des cessions de droits d'auteur, des contrats, ça veut dire que l'artiste qui est membre de la DAGP n'a plus besoin de gérer ça et de s'occuper de ça. Il informe juste l'utilisateur qu'il est membre de la DAGP et qu'il faut contacter la DAGP pour ces questions de gestion de droits d'auteur. Et après, ce sont les gestionnaires de droits à la DAGP qui vont se charger de délivrer une autorisation d'utilisation qui sera encadrée dans le temps, avec des tarifs qui sont préétablis. On définira également les utilisations qui sont possibles, sur quel support, est-ce que ce sera juste un magazine, est-ce que ce sera aussi sur Internet. Donc tout sera encadré et ensuite on se charge en tant qu'ADAGP d'aller récupérer donc les droits qui sont dus et de les reverser à l'artiste. Donc on vérifie que les droits sont bien payés régulièrement, s'ils ne le sont pas, on relance. Et de la même façon, s'il y a une contrefaçon, donc si quelqu'un fait une copie de l'œuvre d'un de nos membres, celui-ci peut nous le signaler et on fait des régularisations. Donc on va contacter le contrefacteur, on va lui expliquer qu'il y a une violation de droit d'auteur, qu'il y a une contrefaçon, qu'il y a des droits à payer et donc on va directement faire cette procédure en tant qu'ADAGP. Si à l'inverse, vous ne pouvez pas, parce que tous vos droits sont déjà cédés à des commanditaires, à des clients, vous ne voulez pas que la DAGP devienne l'intermédiaire, mais vous voulez quand même adhérer, notamment pour percevoir vos droits collectifs et puis pour bénéficier des autres avantages qui sont les conseils du service juridique notamment, les formations qui sont organisées par la DAGP, et bien vous pouvez adhérer uniquement pour vos droits collectifs. Et donc là, la DAGP se contente donc de vous reverser annuellement ces rémunérations qui vous sont dues pour les exploitations massives des œuvres, et donc sans devenir l'intermédiaire entre vous et vos clients et vos commanditaires. Merci. Même question pour l'AFD en fait. Le rôle de l'AFD dans l'accompagnement du designer. L'AFD est en parallèle d'une société d'auteurs telle que la DAGP. Elle n'a pas du tout le pouvoir ni l'objet de s'occuper des rémunérations.
Elle a, si vous voulez, l'objet de l'Alliance française, c'est le premier syndicat professionnel des designers en France. Donc il a pour objet de la défense de la profession, dont les droits d'auteur sont une partie extrêmement importante pour les professionnels. Voilà, donc nous, on est représentatif auprès des pouvoirs publics. Donc, pour changer les lois, changer les lois quand on nous demande de les changer, où on participe tout du moins au dialogue avec les pouvoirs publics pour améliorer donc le fonctionnement au quotidien des designers. Donc, le statut juridique, le statut fiscal, et récemment le statut social, puisque depuis le 1er octobre 2020, les designers dans l'ensemble des professions du design peuvent rentrer aujourd'hui au statut d'artiste-auteur comme les autres professionnels de l'image fixe. Voilà, c'était un dossier qu'on a porté pendant 17 ans. Voilà. On a travaillé aussi sur la formation continue avec les autres professions d'auteurs pendant 13 ans pour obtenir de la formation continue. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Et en même temps, on travaille avec les sociétés d'auteurs, dont la DAGP, pour effectivement aussi rendre des services tels que la plaquette qui vient d'être éditée pour la profession des designers, pour tout l'ensemble des designers. Ok, merci. Alors, comment protège-t-on son travail ? Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on est designer et qu'on s'adresse à la DAGP, en fait? Alors, si on est adhérent tout droit de la DAGP, on n'a plus besoin de se poser trop de questions. On se délaisse entièrement Mais non, il faut quand même être informé de ses droits parce que c'est quand même l'artiste, le designer qui va être le premier à être en contact avec le client, le commanditaire. Et il faut dès le départ qu'il puisse parler de la question des droits d'auteur, savoir de quoi il parle et pouvoir à minima renvoyer vers la DAGP. Et sinon, pouvoir gérer, s'il n'est pas membre ou s'il est membre uniquement au titre des droits collectifs, pouvoir gérer lui-même la question, donc encadrer la session. Et ça, c'est un conseil important à donner. Donc il faut être informé, je pense, et il ne faut pas avoir peur d'aborder la question et de l'aborder assez rapidement. Et aussi d'encadrer toujours le plus tôt possible ces relations par écrit, à minima par un devis écrit avant de commencer à travailler. Pour ne pas se retrouver 5 mois plus tard, après avoir beaucoup travaillé, après avoir livré une œuvre, et en fait à se rendre compte que quelle est la rémunération, j'ai aucune rémunération au titre de mes droits d'auteur, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, ça va être plus difficile de reprendre la question, et même si vous êtes membre de la DAGP, de dire contactez la DAGP, ce sera difficile d'intervenir à ce moment-là. Donc il faut dès le début pouvoir aborder la question et pouvoir dire j'ai des droits d'auteur, il faut me verser une rémunération spécifiquement pour avoir le droit d'exploiter l'image de mon œuvre et donc définir les conditions de cette exploitation. C'est avant même de concevoir. Alors, avant même de concevoir, il y a la question effectivement de garder des éléments de preuve, comme j'en parlais avant. Et ensuite, au moment de la commercialisation, ou en tout cas des premières relations avec des clients ou des commanditaires, il faut se poser la question dès le début. Donc, et dans le petit guide, vous verrez, c'est quand même très très bien expliqué, surtout au niveau de la description des devis. Il y a beaucoup d'exemples très clairs pour réaliser un devis précis. L'un des premiers conseils que nous donnons à l'Alliance France Design, c'est déjà de lire le Code de la propriété intellectuelle, où on retrouve tout. Mais c'est pas compliqué. Pas tant que ça. Et en fait, on l'a toujours sur notre chevet, à côté de notre lit le soir, et puis on s'en refait une petite louche de temps en temps, parce que tout est dedans. Et c'est vrai que quand on l'a bien assimilé, quand on est face à son client, c'est plus simple de parler en disant « Ah bah oui, moi je veux ça, mais je suis dans les règles, je suis dans les clous. » Enfin voilà, je ne demande pas des choses extraordinaires. Je demande simplement de rentrer dans les clous d'une réglementation légale. Voilà. Et alors, qu'en est-il des situations spécifiques si l'on est indépendant, designer indépendant, qu'on travaille en agence ou qu'on travaille en collectif, au niveau de qui détient les droits? Oui, alors le principe, quand on est le seul auteur, qu'on crée son œuvre seul,
eh bien, on est le seul titulaire des droits d'auteur. Après, effectivement, il y a plusieurs situations différentes qui peuvent se présenter. Quand il y a des créations en collaboration avec plusieurs co-auteurs, là, ce sera le régime de l'œuvre de collaboration justement qui va s'appliquer, ce qui veut dire que tous les différents co-auteurs devront gérer leurs droits d'auteur ensemble. Il n'y a pas un seul des co-auteurs qui pourra exploiter comme il veut son œuvre. Il faudra avoir l'avis de l'autre. Il y a aussi un régime particulier qui est celui de l'œuvre collective. Ça concerne les œuvres qui sont créées à l'initiative d'une personne, donc ça peut être une société par exemple, qui décide de créer une œuvre et qui va la publier sous son nom. Et il va faire participer plusieurs créateurs à la création de cette œuvre, et les différentes collaborations artistiques vont se fondre dans un seul ensemble. Et donc finalement, cette œuvre, on va considérer que les droits d'auteur appartiennent à la personne qui la publie. C'est par exemple quand il y a une grande marque qui veut créer un modèle de sac, par exemple. Il va demander à ses salariés, mais parfois aussi à des designers externes, de travailler dessus. Et puis finalement, il va éditer le sac sous son nom. Et on ne saura pas exactement qui a fait quoi. Et donc à ce moment-là, c'est la société qui détiendra les droits d'auteur, sans qu'il y ait besoin de cession de la part des différents créateurs. Mais par contre, ça, il faut vraiment... C'est des conditions très précises. Il faut qu'elles soient toutes remplies pour qu'on puisse caractériser l'œuvre d'œuvre collective. Le seul fait d'avoir un contrat de travail ou un contrat de commande, ça ne suffit pas à considérer que les droits d'auteur sont cédés au commanditaire ou à l'employeur. Il faut qu'il y ait une cession de droits précise, soit intégrée dans le contrat de travail, mais qui soit explicite, soit une cession de droits à part qui précise bien quels droits sont cédés, pour combien de temps, pour quels usages et pour quelle rémunération. Il faut toujours une rémunération distincte, notamment dans le contrat de commande. Il y aura une rémunération normalement au titre du travail accompli, du travail de création, les honoraires de création. Et à côté, il doit y avoir une rémunération différente pour les droits d'auteur, donc pour le droit d'éditer l'œuvre, de l'exploiter sur Internet, dans des magazines, etc. Merci. Alors, en préparant ce talk, Laureline, vous insistiez sur le fait d'informer clients et partenaires et de la nécessité d'une certaine pédagogie vis-à-vis de vos clients. Comment s'y prend-on ? Sur l'exemple du livret qui a été édité, c'est vrai qu'on a la sensation que ça s'est adressé aux designers, mais quelque part, il y a beaucoup à faire aussi sur l'accompagnement du client. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec une arme et à dire tu vas me payer, parce qu'en fait c'est légal. C'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas forcément informés, au même titre que nous ne le sommes pas. Mais je veux dire, faut aussi comprendre qu'en face ils sont aussi très peu informés. Moi, je l'ai été pendant 10 ans avant de comprendre, et c'est parce que ça se construit comme ça, et au fur et à mesure, c'est évincé de toutes les conversations. Et donc, à un moment, comment le ramener ? Évidemment, c'est la bête noire, parce que vous amenez quelque chose qui va nécessairement demander plus de financement, qui va demander... Donc, le premier truc, c'est de se dire, effectivement, en face, partons du principe qu'ils ne sont pas au courant. Et on n'est pas en train de revendiquer vous payez pas d'habitude, donc moi je vais vous faire payer, parce que ça c'est terrible, c'est vraiment la moins bonne porte à prendre. Donc moi je me disais, ce livret il est quand même important aussi de le faire passer dans les mains de plus que juste les designers, c'est pour qu'on soit tous comme ça, qu'on ait ça à portée de main, pour bien sentir que... Il y a un autre point, c'est qu'il y a du vocabulaire qui est très important, c'est-à-dire quand vous parlez de ça, il faut avoir, vous en avez parlé très bien les deux, il faut avoir un vocabulaire qui va être dissocié d'un affect, dissocié de votre situation. Et donc le vocabulaire juridique aide beaucoup quand vous avez à parler de ça. Parce que quelque part, ça assoit une entité qui est plus intéressante que juste de revendiquer. Et est-ce qu'on peut rassurer aussi son client sur le fait qu'on borde bien ses droits aussi pour éviter la catastrophe, même de son côté ? Alors de leur côté, et puis aussi du métier. C'est-à-dire en fait le modèle économique en tout cas, moi je suis designer indépendant, donc je connais que ça, mais c'est en fait le modèle économique, c'est pas une surprise, tout le monde le sait, il est très fragile. Donc quelque part, si on veut porter la profession, il y a quelque chose à travailler en groupe. Faut faire communauté sur ces points-là, quoi. Et je pense que si on l'amène comme ça en disant qu'effectivement c'est fragile et que ça va me permettre par exemple de m'investir plus sur le projet, parce qu'à côté de ça de temps en temps j'ai un revenu de droit d'auteur qui va m'aider à peut-être travailler sur un projet où il n'y avait pas beaucoup d'approvisionnement financier. Et donc en fait c'est une espèce d'équilibre. Voilà, si on travaille tous dans ce sens, on va pouvoir porter des projets plus sérieusement, avec plus d'engagement. Voilà.
Donc là, on a vu comment ça se passe quand tout se passe plutôt bien, enfin en tout cas pour que tout se passe bien. Qu'en est-il pour éviter la contrefaçon? Y a-t-il des limites en fait au droit d'auteur par rapport au plagiat, à l'inspiration ou à ce qu'on appelle un hommage à Delphine, peut-être? Pour donner une réponse juridique à cette question, quand il y a une copie conforme de la création d'un artiste, là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est une contrefaçon. En revanche, quand il y a une création qui ressemble un peu, qui s'inspire, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr, là, tout dépend. Et le mieux, c'est de se tourner vers un juriste, un avocat pour savoir. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les idées ne sont pas protégeables, les concepts ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Ça peut l'être éventuellement par d'autres moyens, par le parasitisme notamment, mais c'est difficile à démontrer. Et c'est vrai que deux personnes peuvent avoir la même idée, deux personnes peuvent utiliser les mêmes concepts et faire des choses qui se ressemblent un peu sans que ce soit de la contrefaçon forcément, et que ce soit condamnable juridiquement. Et de toute façon, se lancer dans une procédure judiciaire, c'est toujours c'est long, c'est cher, ça reste incertain. Et ce que je conseille, c'est de prendre des conseils avant de se lancer déjà, et puis aussi de prendre un premier contact avec le contrefacteur présumé, la personne qui copie ce que vous faites ou qui a l'air de copier ce que vous faites, et d'entamer une discussion avec cette personne, de savoir ce qui se passe, comment on peut trouver une solution amiable. Et c'est seulement si ça ne marche pas, si le dialogue ne marche pas, que là, il faut effectivement soit se tourner vers la DAGP pour les membres de la DAGP, soit effectivement prendre un avocat, un conseil juridique pour mieux voir comment défendre ses droits. On sait qu'à l'AFD, il y a eu beaucoup de sujets qui traitaient de ça. Oui, parce que souvent, les designers s'adressent à nous dans l'urgence quand ils sont effectivement devant une contrefaçon. Donc, effectivement, on a l'aide d'un juriste. Mais effectivement, si au départ, parce qu'on travaille principalement en œuvre de commande. Donc, si au départ, tout avait été bordé par écrit, comme le notait Delphine, déjà, on aurait des choses bien précises sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais souvent, il n'y a rien. Et effectivement, là, on prend des risques à faire des procédures parce qu'effectivement, là, il faut s'appuyer sur des preuves. Et les preuves, c'est aussi les dépôts à l'INPI, etc. Donc là, ça devient compliqué. Et alors, ce qui devient aussi très compliqué pour les designers, c'est qu'aujourd'hui, on est copié à travers le monde. Donc, il y a des pays où le droit d'auteur n'existe pas vraiment. Donc là, c'est peine perdue, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, Delphine. Voilà. Donc, voilà, on a ce souci-là. Donc, si on peut border avec son client, parce que c'est aussi ce que vous notiez, Sandra, c'est que ça aussi, ça protège le client. Si on borde avec le client au départ toutes les choses, déjà, on a de quoi répondre en cas de contrefaçon. Alors après, c'est aléatoire sur la finalité d'une procédure, évidemment. Et c'est très long. C'est très long et très coûteux. Et très coûteux. Alors peut-être un dernier point, on a compris que ce nouveau guide répondait à beaucoup de questions que les designers ne se posent pas assez souvent. Mais quels conseils peut-être supplémentaires pouvez-vous donner à celui qui débuterait ou sa carrière pour un maximum de sérénité professionnelle dans un monde de plus en plus impitoyable à ce niveau-là? Je pense que c'est les conseils que j'ai déjà un peu évoqués. Oui. Déjà, le conseil d'adhérer à la DAGP, évidemment, et ensuite de s'informer sur ses droits et de les faire respecter, c'est-à-dire d'en parler et d'aborder la question rapidement, et aussi de toujours encadrer ses relations par un écrit, donc de lire les contrats qu'on vous propose et de les négocier. Et également, si on ne vous propose pas de contrat, de vous-même proposer des conditions par écrit dans des devis, dans des factures ou dans des contrats, mais de vraiment être informé et dès le début aborder la question et l'encadrer de façon claire pour éviter ensuite les déconvenues. Laureline, peut-être? Moi, c'est des choses assez basiques, mais on ne le répète peut-être pas assez souvent. Il y a beaucoup de choses au début qui se passent par mail, on envoie ses portfolios, etc. Il faut savoir le construire pour que ça donne envie, mais que ça ne donne pas toutes les clés.
Donc c'est un savant équilibre, donc je n'ai pas forcément toutes les règles, mais et s'associe à ça la folie des réseaux sociaux qui s'emballe, et il y a un équilibre à trouver entre effectivement montrer tout son process parce que ça motive une communauté et en fait ça fait une culture de communauté. C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant ce qui se passe quand même, parce que quand ça motive des gens à se mettre à faire des choses, ça véhicule des connaissances, du savoir-faire, et en même temps il y a une juste mesure à trouver pour effectivement, moi je conseillerais d'abord aboutir ces projets, de montrer le résultat final, et peut-être ensuite d'œuvrer quelques secrets, voir comment ça prend. Parce qu'en fait je vois beaucoup de gens qui ont tellement peur de ne pas avoir de projet que quelque part ils se pressent à montrer le work in progress, alors qu'ils ne sont pas du tout protégés, parce qu'en fait ils ne savent même pas ce vers quoi ça va les faire aboutir. À juste titre d'ailleurs, parce que... Ouais. Et donc ils servent une mayonnaise qui va être profitable à plein de gens, et des fois ça leur échappe, parce qu'en fait quelque part on en revient à la question de l'idée et du concept. Ça appartient à tout le monde, surtout quand c'est livré sur la scène publique. Donc si ça motive des gens, c'est que ça les impacte, ça veut dire que vous avez un bon point, c'est-à-dire que ça se transmet, ça donne envie. Les gens ils s'en emparent, ils ont envie de le manipuler. Donc la limite est très particulière, et donc moi c'est vrai que j'ai pu voir sur les réseaux qu'il y avait effectivement, on se voit qui s'imprègne du travail. Et quelque part au début il y a une espèce de mince, ça m'échappe, et il y a des configurations où en fait c'est profitable parce que ça peut déclencher justement le dialogue. Il faut le voir aussi comme ça. Vous avez par exemple une grande marque qui fait un truc inspiré, très bien, et vous contactez les personnes. Et lui ça va marcher. Il faut voir le positif dans l'histoire, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, les démarches juridiques, se lancer dans les procès, machin, c'est beaucoup d'émotions aussi, et donc ça coûte, ça coûte en énergie, quoi. Donc voilà, plutôt retourner la chose. Marie-Noël peut-être. Oui, moi, aux jeunes designers, ce que nous pouvons leur conseiller, c'est, s'ils veulent vraiment perdurer dans la profession, c'est de se structurer. Et donc, il y a des organismes qui peuvent les aider, dont la DAGP. Donc nous, c'est vrai qu'à l'AFD, on leur dit, déjà, il faut que vous ayez une sécurité sociale, il faut que vous ayez un univers juridique, et là, vous pouvez avoir effectivement l'aide d'une société d'auteurs. Donc voilà, il y a des choses à faire et à construire quand on est un professionnel. Et puis, je leur dirais surtout, n'ayez pas peur, il faut se lancer. Et puis bon, même si une fois on est copié, c'est pas très grave. Bon, à moins que ça soit une grosse société qui fasse beaucoup de blé sur votre dos. Mais c'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. Mais voilà, je leur dirais, on a un métier formidable, voilà, avec plein de possibilités. Mais il faut juste se structurer pour éviter les problèmes. On les évite jamais à 100%. Mais voilà, donc il y a des structures qui peuvent accompagner les designers professionnels. Elles sont là, et il faut en profiter. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, juste, donc je vous rappelle donc, l'essentiel du droit d'auteur en 20 conseils. C'est très facile à comprendre, c'est illustré par des exemples très simples. Donc merci pour ces bons conseils. Oui. Le petit guide est sur le site de la DAGP. Il peut être téléchargé sur le site. Il est à disposition. Voilà. Et sur le site de l'AFD, on a mis le lien qui renvoie sur le site de la DAGP pour le télécharger aussi. Merci beaucoup. Oui. Moi, je voulais remercier Sandra parce que je me suis aperçue que j'ai fait une petite mention. J'ai complètement oublié de présenter Sandra, qui est quand même la fondatrice de The ODP Letter. Donc, c'est une newsletter qui a maintenant 20 ans, c'est ça, à peu près ? 20 ans. Je vous conseille de vous y abonner pour avoir toutes les références sur les événements, les expositions, les vernissages, les infos, la formation, etc. Et vous aurez donc toutes les formations à DAGP, bien sûr, qui seront maintenant mentionnées, AFD également, et voilà. Tout le monde du design. Toutes mes excuses pour ne pas l'avoir fait au préalable. Merci. Est-ce que le public a des questions ? Oui, il y a des questions.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Gaspard Dobiès, je suis avocat en propriété intellectuelle et j'avais une petite question sur un sujet que je crois qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. La grande tarte à la crème quand on parle de droit d'auteur, c'est l'originalité, qui est évidemment la grosse barrière qui empêche les artistes de se défendre parce qu'il faut prouver devant un juge que l'artiste a mis son empreinte personnelle dans sa création. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très flou, qui est purement jurisprudentiel et pas du tout légal au sens strict. Ma question c'était à vous, Delphine, je crois. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous faites un peu de pédagogie auprès de vos adhérents? Est-ce que vous filtrez un peu, enfin pas filtrez au sens strict, mais quand on vous présente des œuvres, est-ce que vous dites ça risque de ne pas être considéré comme étant original, donc de ne pas être protégé par le droit d'auteur? Et deuxième petite question sous-jacente, il y a récemment une proposition de loi qui vise à un peu inverser la charge de la preuve sur l'originalité pour aider les créateurs à la prouver plus facilement, ou en tout cas que ce sujet ne soit pas dans le débat, parce que les créateurs sont souvent... Moi je défends beaucoup de créateurs et je vois qu'ils sont très embêtés quand il est question de prouver l'originalité de leurs œuvres. Est-ce que la DGAP a pris une position publique qui, j'espère, est en faveur des auteurs sur ce sujet? Voilà, merci. Oui, nos positions sont toujours en faveur des auteurs. Mais, alors, la première question, est-ce qu'on sensibilise les artistes au sujet de l'originalité? Oui et non, c'est un sujet qui vient plutôt à la fin du processus en cas de problème. Parce qu'on part du principe que les œuvres créées par des artistes et des artistes professionnels sont des œuvres originales. Et c'est vraiment que si on arrive au stade où on pense à intenter une procédure judiciaire qu'on va se poser la question de est-ce que juridiquement, est-ce que devant un tribunal, il y a un risque que l'originalité ne soit pas reconnue. Mais c'est vrai qu'on se pose la question à la fin et pas au début, parce que le principe c'est que l'œuvre est originale, donc elle est protégée et donc on revendique des droits. Et c'est vraiment que si on doit aller devant un tribunal qu'on va se demander s'il n'y a pas un risque. Mais effectivement, la question de l'originalité, ça peut poser problème. C'est pour ça que ça peut être utile de déposer des dessins et modèles pour protéger certaines créations. Et c'est aussi quand même pour ça que c'est utile aussi de conserver des preuves. C'est pas que pour prouver que vous êtes bien l'auteur et que ça a bien été créé à une date certaine. Mais si vous avez des croquis, des maquettes qui démontrent tout le processus créatif, ça va être des éléments qui seront utiles pour les juges pour voir qu'effectivement il y a une démarche artistique et donc une originalité. Et sur le deuxième aspect de la question, bien sûr qu'on soutient la proposition de loi. La DGAP, parmi ses missions donc de défense globale du droit d'auteur, on a donc aussi une mission d'intervention auprès des pouvoirs publics et des institutions pour faire changer la loi. Et donc cette proposition de loi, la DGAP l'a soutenue et la soutient encore. Voilà. D'autres questions? Oui. Je me demandais si c'était possible en tant qu'étudiant qui n'a pas encore publié ou édité de travaux, de rejoindre la DGAP. Et si c'est pas possible, s'il y a des alternatives ou des exemples assez précis que vous pourriez donner. Pardon, j'ai pas entendu la fin de la question. Oui. Si c'est pas possible, est-ce que vous aurez des exemples assez précis en fait, ou des organismes auprès desquels on pourrait se tourner? De conditions pour pouvoir adhérer? Ouais, effectivement, au stade, en étant étudiant, sans avoir exploité d'œuvres, c'est peut-être un peu prématuré, mais les conditions d'adhésion ne sont pas extrêmement strictes, c'est-à-dire des publications, des expositions, des publications sur des sites internet peuvent suffire pour ouvrir droit à l'adhésion à la DGAP. En tout cas, il ne faut pas hésiter à remplir un formulaire et à prendre contact avec le service d'adhésion de la DGAP qui pourra vous en dire plus. Mais voilà. Une autre question? Non, on s'arrête là. Oui. Je voulais savoir, chaque année vous dites reverser des droits au titre des copies massives. Et quelle est la moyenne des droits que vous reversez à chaque designer? Non, je peux pas vous répondre à cette question, j'ai pas les chiffres. Sans déconner. Vous savez pas combien vous reversez non. Au designer membre de la DGAP pour le chiffre global au droit collectif? Oui. Non. Non, je connais pas le chiffre global tout le monde ne reçoit pas la même part de droits collectifs. Ça dépend du nombre d'œuvres qui sont protégées, par exemple.
Mais il doit y avoir une enveloppe globale. Oui, non, je ne peux pas vous donner. Non, non, mais par contre, tous les chiffres sont. On a une obligation de transparence et tous les chiffres sont publiés dans nos rapports de transparence qui sont accessibles sur notre site. Mais moi, je ne connais pas les perceptions annuelles et le montant des droits reversés annuellement à chacun de nos membres. Chaque année, quand on est en droit collectif, chaque année, on remplit une déclaration des œuvres qu'on a fait dans l'année. Et donc, à partir de ça, il y a un calcul qui est fait pour chaque auteur. Clair, et donc c'est en proportion. Voilà, c'est en proportion. Oui, non, mais la question, c'était combien vous touchez des gens qui fabriquent des supports de copies. Combien vous recevez et est-ce que vous reversez l'intégralité? Quels sont vos frais de fonctionnement? C'est plusieurs questions différentes. Il y a des frais de fonctionnement de la DAGP, ça sur tous les droits d'auteur qu'on collecte, pas que les droits collectifs. On perçoit une petite part pour faire fonctionner la DAGP. Donc il y a des salariés, il y a des locaux, il y a des salariés surtout, donc il y a des frais de fonctionnement. Donc c'est un petit pourcentage qu'on prélève sur les droits d'auteur qu'on collecte avant de les reverser aux artistes. Et ensuite sur la copie privée, je pense que c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, il y a 25% de la copie privée qui est utilisée par les organismes de gestion collective pour financer ce qu'on appelle l'action culturelle. Ça, c'est pas une décision unilatérale de la part des organismes de gestion collective, c'est une disposition légale, donc qui est inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Ces 25% de la copie privée, on les utilise pour des actions culturelles, donc c'est-à-dire qu'on met en place des bourses, des prix, des résidences, des formations, des soutiens financiers pour nos membres et pas que pour nos membres, pour les artistes dans le domaine des arts visuels. Ok, donc pas de chiffres. Merci beaucoup. Plus d'autres questions? Eh bien alors je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà.